Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Frédéric Prost, maître de conférence en sciences de l'informatique à l'université de Grenoble-Alpes, avec qui je parle de différents sujets qui relient technologie et libéralisme. On commence sur les fake news, l'avenir de la presse, avant de parler plus généralement de liberté d'expression, puis de Bitcoin et enfin d'intelligence artificielle. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et je vous retrouve juste après. Frédéric Prost, bonjour. Oui, bonjour. Je te présente rapidement. Tu es maître de conférence en informatique à l'université de Grenoble-Alpes et tu es lecteur, contributeur de longue date de Contrepoint. Et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui, notamment pour aborder toutes les questions qui font le lien entre technique et libéralisme, enfin entre technologie et libéralisme. Beaucoup de sujets à traiter ensemble. Je voudrais qu'on commence par parler de la confiance dans la société à une époque d'économie hyper centrée sur l'information, et notamment tout ce qu'on a pu voir depuis 2016 avec la montée des fake news, donc les fausses informations. Et Ouais. qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton point de vue d'abord de technicien? Est-ce qu'on est en train de lutter contre des moulins à vent par rapport aux fausses nouvelles, ou quelle est la stratégie que tu adopterais? Déjà, est-ce que le problème te semble aussi important que ce qu'on entend au niveau des manipulations électorales ou autres? Et comment est-ce que tu aurais tendance à y répondre? Alors oui, c'est un problème qui a commencé à apparaître de manière publique avec l'élection de Donald Trump, puisqu'il en a fait un de ses arguments de campagne, de lutter contre les fake news, etc. Mais c'est quelque chose qui est en cours depuis assez longtemps, au moins plus d'une dizaine d'années, on va dire, ça correspond à la chute des médias traditionnels, où la plus grande source d'information des gens était des sources centralisées comme les grands journaux télévisés ou les grands journaux de la presse écrite comme le Time, le New York Post, etc. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, des algorithmes qui proposent du contenu en fonction de ce que vous avez regardé avant, la balance a commencé à pencher vers ces nouvelles sources d'informations qui sont décentralisées et qui sont rentrées en fait en concurrence directe, de manière plus ou moins ouverte avec les sources centralisées. Et dans quelle mesure ça débouche sur le problème des fake news? Alors c'est un problème qui est assez complexe parce qu'il n'y a pas que des aspects technologiques, il y a aussi des aspects sociaux et des aspects psychologiques. Et c'est un peu le mélange de ces aspects-là qui rend le problème très difficile à gérer parce que c'est difficile d'être spécialiste dans tous ces domaines. Bien sûr. Euh, Simplement pour resituer pour nos auditeurs, à la limite, en termes technologiques, le simple fait qu'Internet existe, ça ouvrait déjà la voie à la possibilité de diffuser tout et n'importe quoi, puisque même avant les questions d'apparition de réseaux sociaux ou autres, à partir du moment où je pouvais mettre en place un site internet et m'appeler site d'information et être sur un réseau assez décentralisé où finalement on pouvait me trouver, en tout cas celui qui voulait me chercher pouvait accéder à moi aussi facilement que ce qu'il pouvait, et même plus facilement que ce qu'il pouvait accéder à un grand nombre de journaux, ça à la limite, on va dire l'évolution suivante, ça a été plutôt des raffinements de comment on fait pour trafiquer une image, etc. Mais la possibilité existe depuis le début d'Internet. Donc est-ce que tu penses que d'abord, vraiment les médias traditionnels ont une responsabilité dans leur baisse d'audience, ou est-ce que c'est simplement un effet de la technologie? je pense que c'est globalement un effet de la technologie. Mhm. Et bien sûr, on pouvait le faire au début, dès l'apparition d'Internet. Dès les années 90, Internet existait, et il y avait des choses qui s'appelaient les bulletin boards, qui Oui, étaient les l'ancêtre des newsgroups et les forums en choses comme ça, fait. ouais. Ouais. Et les newsgroups où les gens effectivement pouvaient avoir des sources d'informations annexes, mais quand ces gens sortaient de leur ordinateur et discutaient avec la majorité des gens autour d'eux, il y avait quand même une force de rappel, c'est-à-dire la grande partie de la population écoutait les journaux télévisés, lisait la presse écrite, et le discours général restait quand même un discours extérieur à Internet. Oui.
Alors qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens n'accèdent à l'information que par Internet, c'est-à-dire par le biais des suggestions que leur fait Facebook, Google, etc. Et on a cet effet qui est connu, c'est l'effet de bulle, Oui. que les gens n'avaient pas du tout vu venir, où en fait on pensait au début que Internet allait libérer la parole et que ça allait permettre d'avoir un pluralisme et d'avoir une espèce de discussion où un peu tout le monde allait pouvoir mettre son grain de sel, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'on a une espèce de balkanisation où les gens s'enferment. Alors, les gens eux-mêmes peuvent choisir de s'enfermer et de ne discuter qu'avec des gens qui ont leur même centre d'intérêt qu'eux, donc ça fait une chambre d'écho, mais il y a également des aspects technologiques qui sont pas forcément voulus et qui sont pas forcément méchants. Oui, les aspects Euh, technologiques, ce sont les algorithmes qui disent, c'est bon, bah, ça, il a vu ça, donc il aime ça, donc je lui présenter ça. Du style, si je exactement, m'intéresse à Trump, on va me passer du Infowars, du Bannon ou des choses voilà, censées être reliées, quoi. c'est ça. Il y a, ok, c'est pour aider les gens. On voulait leur faciliter la vie et en fait, ça leur a construit une propre chambre à écho, comme on dit en français. Je sais pas, c'est echo Oui, oui, chambers oui, en anglais. je crois qu'on parle de chambre d'écho en français, oui, tout à fait. On a, et donc, ça a pris de plus en plus d'importance. Euh, donc déjà, mécaniquement, on va dire, la technologie a conduit finalement à cette balkanisation et plus du tout à des gens qui discutent les uns avec les autres, mais plutôt des gens qui discutent entre eux Ceci avec étant dit, tous les... je suis désolé de te couper, mais auparavant, Oui, si je voulais aller acheter mon journal, enfin, moi je sais que par exemple, il y avait les gens qui achetaient, dans le sud de la France, il y avait les gens qui achetaient le Provençal et les gens qui achetaient le Méridional. C'est les deux quotidiens régionaux, celui de droite, celui de gauche, et vraiment, choisis ton camp camarade, à partir de là, de la même manière qu'on pourrait dire pour le Figaro, Libération. Est-ce qu'on n'était pas quand même déjà dans des chambres d'écho, alors d'une il y manière ou a, d'une autre, ok, quoi? bien sûr, il y avait les gens qui achetaient Lutte ouvrière et d'autres qui achetaient Le Figaro ou je ne sais quoi, mais déjà la granularité était beaucoup plus grande. Elle était même disproportionnée par rapport à la finesse des, des entre guillemets identités qui se mettent en place sur Internet, parce Oui, que quand tu parles de maintenant, granularité, c'est-à-dire que en fait, c'était déjà ciblé, mais par des segments beaucoup plus larges, en fait, c'est ça? c'est ça. Et puis il y avait quand même des sources d'informations qui étaient fédératrices du genre le New York Post, le New York Times, pardon, Mhm. Washington Post, ou des grands noms Oui, qui font connus dans le référence, monde entier. comme le Monde peut faire référence aujourd'hui en France. Exactement. Et quand un article sortait dans un de ces journaux, même si je ne l'achetais pas, les gens le prenaient en compte. Oui, Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. oui. C'est-à-dire que alors, d'une part, c'est la cause des technologiques, c'est ce qu'on vient de voir, quoi. Mhm. Que les gens ne peuvent regarder que finalement ce qui les intéresse, et même la technologie les aide à ne leur montrer que ce qui est supposément les intéresse. Mhm. Mais la faute est ainsi un peu aux médias traditionnels qui, sentant leur lectorat fuir, se sont mis à extrémiser leurs propos, à faire des choses de plus en plus sensationnelles, simplement parce ils perdaient des clients, et la seule manière de ramener des clients, c'est de faire des choses, c'est du clickbait, ou c'est les choses qu'on a, c'est cet équivalent là, Oui. et qui fait qu'au fond, ils ont perdu leur crédibilité parce qu'avant, ils essayaient de faire du journalisme, on va dire, sérieux, et ce journalisme sérieux s'est de plus en plus dilué au profit d'articles à sensation pour essayer de garder le lectorat. Donc il y a aussi cet aspect-là du point de vue des médias traditionnels, on va dire. Bien sûr. Alors, il y a cet aspect-là. Moi, je sais qu'en tant qu'économiste qui m'intéresse à l'économie des médias en particulier, le facteur qui me semble le plus important, mais tu vas me dire si tu partages cette analyse, c'est le fait que l'excluabilité ou la non-excluabilité du bien économique, à savoir est-ce que j'ai la possibilité de me procurer l'information sans forcément l'avoir payé, cette excluabilité, elle était très forte avec les journaux, puisque à moins d'aller voler son journal, c'était difficile d'avoir, enfin, en tout cas, Ouais. d'avoir le contenu réellement du journal sans l'avoir payé.
Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, bah, même quand un article est derrière un paywall, c'est-à-dire un mur de paiement, enfin qu'on peut pas y accéder librement, du style Mediapart ou quoi, bah, finalement, dès que l'article est un peu intéressant, il y a des versions PDF qui circulent ou autres. Et surtout, bah, à partir du moment où quelqu'un propose de l'information gratuitement, il faut vraiment apporter une grosse valeur ajoutée pour des clients aillent volontairement payer pour cette information. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a cet aspect purement technique, mais après, oui, comme tu dis, il y a l'aspect éditorial. Ça suit peut-être aussi un peu la polarisation de la vie politique en général, le fait que les journaux suivent finalement. Est-ce que ce sont les journaux qui causent cette polarisation ou qui la suivent? Je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, les journaux sont à la traîne et sont plutôt en réaction qu'à l'origine de. Ouais. Ensuite, sur cette notion d'excluabilité, c'est même encore pire, c'est-à-dire non seulement on a l'info gratuitement, mais en plus, on n'a même plus besoin de faire une recherche pour l'obtenir. C'est plus que gratuit. Oui, La majeure partie des jeunes que je connais, on ne cherche pas l'information. C'est l'information vient à eux sur leur mur Facebook, vient à eux au travers des comptes Twitter auxquels ils sont abonnés, etc. Donc c'est même plus que gratuit, c'est-à-dire maintenant il faut même faire un travail pour ne pas voir l'information qu'on vous propose. bah, tout à fait. Moi, justement, c'est ce que je dis souvent aussi à mes C'est étudiants, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a plus de contenu disponible que de temps d'attention disponible pour consommer ces contenus. Donc forcément que le rapport s'est inversé et qu'aujourd'hui, ben, finalement, ce sont les lecteurs qui peuvent faire un peu les divas parce que leur temps d'attention est convoité. Et c'est vrai que bah, la tentation naturelle pour tout média, je pense. Et c'est difficile d'y résister, même pour les grands médias institués, les plus sérieux, etc., qui ont le plus de réputation. C'est de dire, voilà, enfin, sachant que ce qui vend, ça va être toujours pareil, les people, l'argent, le sexe, les complots et compagnie, comment résister au fait de mettre des titres accrocheurs, pour pas dire putaclic, hein, vu qu'on est dans du podcast, on peut prononcer les mots, c'est l'avantage. ouais. C'est extrêmement difficile, quoi. Oui, je ne sais pas s'il y a une solution. En tout cas, pour le moment, personne ne l'entrevoit. Et enfin, au-delà de ces aspects donc éditoriaux et économiques, il y a aussi des aspects stratégiques là pour rentrer plus dans la question des fake news. Mhm. Euh, ok, c'est parallèlement au fait qu'on puisse accéder à l'information et qu'effectivement on a un temps de cerveau disponible. On a un temps de cerveau disponible et aussi on a un biais de confirmation, c'est-à-dire on a une envie de se confronter à des informations qui ne sont pas agréables, qui Oui, est assez faible bien sûr. naturellement. Et mécaniquement, Google, Facebook, etc. vont proposer des choses que les gens ont envie de lire parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des clics pour faire de la publicité et c'est normal. C'est leur business model. Et oui, donc on a ce problème du biais de confirmation où finalement les gens finissent dans leur chambre d'écho à ne lire que ce qui les conforte. Et ok, donc ça c'est un peu les aspects, on va dire, mécaniques d'Internet, mais il y a aussi des aspects un peu stratégiques, et là c'est ce qu'on a vu apparaître, ben, on est en plein dedans avec le Russian Gate qui vient de se Oui, dérouler, où l'histoire pendant de la 2 ans, Russie qui aurait, c'est ça. qui aurait voulu influencer les élections américaines en Oui, pesant sur l'opinion, notamment passant par les réseaux sociaux, voire directement en achetant l'équipe de campagne de Trump. Ça, apparemment, ça a été démenti aujourd'hui même, hein. Enfin, en tout c'est cas, ça. l'enquête Oui. n'a pas abouti. Maintenant, l'influence sur les réseaux, là, pour le coup, Ah, il semblerait que c'est quand même mieux étayé. si, c'est là où je voulais en venir, c'est que non seulement, alors il y a, donc je sais pas si tu en as entendu parler, il y a les travaux de René Di Resta, qui a étudié comment la Russie aurait influencé ou aurait fait des campagnes d'influence dans les réseaux sociaux américains depuis quelques années, Ouais. qui sont assez intéressants et assez impressionnants. Alors je ne sais pas à quel crédit on peut apporter à ce qu'elle dit, si tout ce qu'elle dit est 100% vrai ou pas. Donc juste pour Ouais. remettre un peu de Mhm. contexte, donc elle a fait une étude sur effectivement toutes ces fermes de trolls qui génèrent du contenu, qui agrègent des communautés et qui seraient dirigées par la Russie pour déstabiliser les États-Unis. Mhm. Ça va assez loin, hein, puisque en fait en fait ils montent des communautés de toutes pièces, c'est-à-dire ils font
des faux profils, et puis donc d'un côté ils font White Lives Matters, et de l'autre côté ils font Blue Lives Matters, et en fait ils montent des groupes antagonistes, et comme ça ils fidélisent les gens donc en flattant leur biais de confirmation, Oui, bien et sûr. puis au bout d'un certain moment ils peuvent envoyer des informations du genre en tant que membre de tel groupe, nous ne pouvons pas voter pour Hillary Clinton ou je sais pas quoi. Donc ça c'est de la désinformation directe, mais ce qui est terrible, euh, j'aurais tendance à croire que c'est vrai. Et ce qui est terrible, c'est que même si c'est faux, de toute façon, l'objectif de la désinformation est arrivé, parce qu'on en arrive à douter de toutes les sources d'information. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est vrai. C'est que finalement, pour la Russie, ou bien sûr que dans le monde de la politique internationale, les gens ne se font pas de cadeaux. N'importe qui essaye d'influencer les élections chez n'importe qui d'autre s'il en a le pouvoir. Ça me semble assez évident. Il faut être un peu naïf pour croire que ça n'existe pas. Et ce qui est assez terrible donc dans cette histoire de fake news, c'est que même si on découvre que finalement euh, tel groupe était en fait un groupe dirigé par la Russie, de toute façon, ça ne fait que jeter le doute et le discrédit sur toutes les sources d'information en amenant la question, et ce groupe-là, est-ce que c'est un vrai ou pas un vrai? Et au final, la déstabilisation fonctionne aussi bien que la fake news ait été plus ou moins acceptée ou pas. Bien sûr, c'est toujours plus facile de toute façon de jeter le doute sur un ensemble d'informations que de construire une réputation solide. D'autant que je signale, mais bon là je ne veux pas trop digresser, que même nos médias avec la réputation la plus solide traînent aussi leur casserole, hein. Si on regarde, quand on lit La face cachée du Monde par exemple, ou qu'on voit la fausse interview de Fidel Castro, pour ceux qui ont connu cette Oui, époque-là, etc. Enfin, tout à ça fait. c'était pas Patrick Poivre d'Arvor, je ne sais pas si c'était à l'époque TF1, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin ils ont aussi leur casserole, donc c'est vrai que c'est toujours facile de leur renvoyer la face. Si je peux me permettre, je sais que moi, de mon côté, mon expérience a tendance à confirmer ces rumeurs qui courraient sur la Russie. Quand je dis mon expérience, bah, directement et indirectement, je veux dire que quand on regarde les médias qui font de l'influence, mais sans se cacher cette fois-ci, les médias russes, je parle en particulier à Russia Today, dans la chaîne de télé, et le média Ouais. Sputnik, qui donc, bon là aussi, rien que par son nom annonce déjà la couleur, et dont la stratégie est quand même assez fascinante, parce que moi je les suis d'assez près, parce qu'à l'époque, Russia Today, qui n'existait pas encore en version française, aimait bien m'inviter pour parler un peu d'actualité française. Et j'ai fait ça peut-être pendant 2 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Et bon, la vérité m'oblige à dire qu'ils m'ont jamais dit oui, il faut dire ceci ou il faut dire cela. Mais en tout cas, il y avait un pattern, un schéma qui revenait, qui était que dès qu'ils pouvaient faire passer l'Occident pour des buses, bah, ils le faisaient. Et c'est vrai que les libéraux étaient des bons candidats pour ça, parce que finalement, comme on passe notre temps à critiquer les gouvernements et à voir le mauvais côté de ce qui se passe en Occident, bah c'est vrai que ça Oui. sert le discours russe de dire bah, regardez, voilà, finalement, en Occident, ils ont leur propre casserole, quoi. Oui, j'imagine qu'ils étaient friands de ce type de discours. Mais ouais, Russia Today, Sputnik, j'imagine que c'est comme Al Jazeera. J'ai vu que la Chine essaye aussi de commencer à faire des chaînes internationales. Et bah, ce qui est très Bon, ça fait vicieux partie du avec. soft power, Ça hein. fait partie du soft power, mais je trouve que ce qui est vicieux et malin à la fois, c'était que quand on regardait les programmes de Russia Today, mais il y avait de très bons programmes au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient du contenu de qualité sur tout un certain nombre de sujets. euh, et tout d'un coup, quand on arrivait sur les quelques sujets stratégiques pour la Russie, par exemple, à l'époque où je suivais ça, on était au plus fort de la guerre en Syrie, et on n'était pas du tout sûr que Bachar el-Assad allait tenir le coup au pouvoir, etc. Donc, dès qu'il s'agissait de ce sujet-là, alors soit on n'en parlait pas, soit on en parlait, mais cette fois-ci pour faire de la propagande, pas aussi grossière qu'à l'époque soviétique, mais pas loin. Voilà, donc et Ouais. c'est ça qui était assez malin, je trouve, c'était d'attirer le lecteur avec des bons contenus pour mieux lui faire passer en douce les positions officielles de la Russie, sans bien sûr les présenter comme des positions officielles, mais en tout cas faire passer pour des vérités incontestables et du journalisme d'investigation, des choses qui n'étaient que de la grossière propagande pour quiconque connaît un peu ces genres de situations. Donc je trouve que Oui, mais ça c'est va. difficile de contrer ce genre de stratégie. Tout à fait. Et c'est tout à fait en ligne avec le discours de René Di Resta sur ces fermes de trolls russes, parce que, en fait,
il se greffe sur des divisions existantes, donc Black Lives Matter, etc., qui sont des choses qui existent dans la société américaine, c'est pas eux qui Oui, l'ont inventé. Ils s'intègrent dedans, ils font du contenu, ils génèrent des mèmes, etc., des choses qui peut être vues comme du contenu intéressant. Et puis, à un moment donné, ils vont lancer une information, mais effectivement, c'est une information sur 1000. La plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est juste confronter le groupe, l'identité du groupe, mhm, pour qu'il y ait une identité de groupe qui soit suffisamment forte pour que quand ils aient un message à faire passer, à ce moment-là, il ait un impact. Mais ça, c'est un peu la même stratégie. C'est faire du contenu intéressant relativement aux intérêts de ce groupe, oui, pour souder le groupe et pour ensuite, à un moment donné, mais c'est pas toute la journée, qui vont faire de la propagande. bien Et sûr. j'imagine que si les Russes le font, les Américains le font aussi. Ils Bah, sont pas plus bien bêtes que sûr, les autres. et les Français, si on regarde, enfin, je pense Et que oui, même nos chaînes officielles, je parle par exemple de France 24 à l'international, bah, c'est quand même donner une vision française sur l'actualité. La différence, je oui, pense, c'est que tout de même, enfin, j'ose espérer, même si je ne suis pas un grand téléspectateur de France 24, que les journalistes sont un peu plus indépendants et que les producteurs d'émissions ont moins les mains liées par rapport à ce qu'ils publient. Mais enfin, quand même, il ne s'agirait pas qu'une chaîne financée par la France publie des choses qui sont vraiment contraires aux intérêts de la France. Donc on le fait aussi dans une moindre mesure, mais la vérité, c'est quand même qu'on le fait. oui, mais il me semble que uniquement le choix éditorial euh, permet de faire ça. C'est-à-dire, c'est pas la peine de créer du faux contenu. Oui, Euh, ne, Comme on disait tout à l'heure, de toute façon, on a un, un temps de cerveau disponible par jour qui est limité. oui. Et donc, Il suffit juste d'orienter sur les bons choisir les titres, les sujets. bonnes infos. Exactement. Bien sûr, c'est déjà, évidemment, c'est déjà une forme de subjectivité. Et justement, alors Exactement. comment on sort de ça? Moi, j'ai envie de dire, la solution qui me semble la plus évidente en tant que libéral, c'est aussi la plus compliquée. C'est-à-dire que chacun soit éduqué, notamment au sein de sa famille, parce que j'ose pas espérer qu'il le soit si bien dans le sein de l'école, mais qu'il soit éduqué dans sa famille, à l'école ou ailleurs. Au fait de bien s'informer, comment est-ce qu'on fait confiance ou pas à une source d'information, comment est-ce qu'on essaie de rester ouvert aux différents points de vue, parce que généralement c'est assez simple de vérifier hein, pour les auditeurs qui s'intéresseraient. Quand vous voyez une image circuler et que vous demandez si cette image est vraie, fausse ou quoi, vous savez que sur image.google.fr vous avez par exemple la recherche d'images inversée qui permet de retrouver toutes les utilisations précédentes de cette image, de retrouver la source originelle de l'image, voir s'il y a d'autres versions qui existent. Donc généralement les canulars, on peut réellement assez facilement les démonter, mais faut-il encore avoir la patience de le faire et vouloir le faire, savoir qu'on peut le faire. Donc ça, c'est la solution un peu complexe, alors qu'aujourd'hui, on nous oriente plutôt vers des solutions à base d'interdiction et de contrôle du gouvernement, etc. Alors, actuellement, on peut le faire, mais la technologie progresse et le fait de faire des recherches d'images, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Notamment, il y a Nvidia, qui est une entreprise qui fabrique des cartes graphiques. Ah, ils ont fait les fausses Euh, personnes, c'est ça? et c'est ça, ils font des faux visages, c'est-à-dire, avant, on pouvait repérer les faux comptes Ouais. de la manière dont Oui, tu parce que la l'exposais. C'est-à-dire, photo on avait... prenait la photo de la Ouais, personne voilà. Ouais. et la photo existait. Mais maintenant, on peut créer des photos de personnes qui sont extrêmement réalistes et qui n'existent pas, donc qu'on ne trouvera pas par Google Images. Tout à fait. Et donc, ça va renforcer la crédibilité de la fausse information. Et ça va être de plus en plus, enfin, comment dire, on va pouvoir créer des fausses informations de plus en plus crédibles Oui, c'est-à-dire qu'on a du déjà fait. un temps de retard finalement par rapport à ce que la technologie va permettre de faire, puisque pour ceux qui n'auraient pas vu, on va essayer de vous mettre le lien en description vers l'outil en question, parce que moi je l'ai essayé, hein, c'est un outil qui génère là comme ça dans la seconde, il vous génère un visage créé de manière aléatoire, qui est fait de morceaux de visages plus ou moins existants. Je suppose que la machine Oui, s'est c'est ça. nourrie de traits physiques existants, mais c'est extrêmement impressionnant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en regardant de très près, on arrive encore à peu près à voir, j'ai fait un test récemment, j'ai réussi à deviner lesquels étaient faux, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on ne puisse absolument plus faire la différence. C'est ça. Et ça, ce Bluffant. sera accessible à tout le monde.
Ah bah c'est oui, puisque C'est- là, Nvidia le met à Non, mais je veux dire, disposition, ces trucs-là, bien oui, sûr. Nvidia, mais j'imagine que Nvidia m'a dit, je ne suis pas sûr que Nvidia mette à disposition la meilleure version. Probablement pas, mais bon, le logiciel, c'est toujours pareil, ça se retrouve, hein. On n'était pas censé au départ avoir accès, par exemple, au logiciel d'encodage de MP3. J'ai appris ça récemment, mais c'était quelque chose qui devait rester une technologie propriétaire, sauf que bon, bah, le logiciel a fuité, et donc c'est devenu possible pour tout un chacun, et non pas uniquement pour les maisons de disques ou autres, de créer des fichiers MP3. Et donc leur business était sabordé avant même d'avoir pu être lancé. Je suppose que ce sera la même chose pour ce type de technologie. Et donc la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben pour le moment j'ai pas trop de réponses. La seule réponse euh, qui ferait sens pour moi, c'est que la manière dont on accorde du crédit à des sources d'information, c'est l'histoire et c'est la réputation qui permet de faire ça. Oui, Et il me semble que la seule manière de lutter correctement contre ce type de fake news, c'est par l'utilisation et ben c'est par l'utilisation de la réputation, c'est la mise en place d'une réputation et il faut que les gens se rendent compte que si c'est quelqu'un avec qui ils ont des discussions suivies depuis plusieurs années, enfin quelqu'un un compte, parce qu'en fait on ne sait pas qui se cache derrière le compte, bien sûr. euh, et c'est unique. J'ai l'impression que le seul mécanisme crédible où on puisse faire quelque chose, parce que l'interdiction ne fonctionnera pas pour des raisons technologiques, parce qu'on pourra Bien tourner sûr, autour des interdictions. exactement. Euh, je- il me semble que c'est le seul aspect que je vois, le seul outil qui pourrait marcher, c'est celui de la réputation. Et ça pose d'autres problèmes. C'est comment établir une réputation. Normalement, on établit une réputation dans le temps, mais là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, alors peut-être j'anticipe un peu sur Oh, vas-y, vas-y. les sujets, mais on allait parler des problèmes liés à la liberté d'expression et sur le fait que sur certaines plateformes, enfin sur de plus en plus de plateformes, comme il y a eu des scandales chez Patreon, chez Twitter, etc., où ils ont banni des gens pour des choses absolument ridicules. Oui, tout à fait. Ça, on va en parler tout à Le, l'heure, en le- effet, ouais. voilà, et alors j'empiète un peu là-dessus, mais c'est quand même relié parce que si vous vous êtes créé une réputation sur une plateforme, parce que quand vous vous êtes inscrit sur la plateforme, les règles étaient X, vous vous créez votre réputation, c'est un travail qui dure quelques années, et puis la plateforme dit ah, maintenant on a changé. Si vous dites que, je sais pas quoi, quelqu'un de transgenre, vous l'avez appelé homme alors qu'il voulait qu'on l'appelle femme, vous êtes viré, ce qui n'était pas le cas X années auparavant, en fait tout ce travail pour rétablir une réputation est complètement détruit. Mais justement, c'est Euh, très intéressant enfin, de voir que peut-être qu'une des solutions, c'est précisément d'avoir des outils d'information. Là je pense que tu faisais plus référence à des personnes, mais on pourrait tout à fait imaginer des institutions d'information, exactement ce que fait Contrepoint d'ailleurs, hein, ce qu'on essaye de faire. C'est aussi exister en dehors des réseaux sociaux, que les réseaux sociaux soient un relais, mais contrairement d'ailleurs à certains journaux qui de plus en plus existent quasiment par les réseaux sociaux, je pense à Combini, Brut ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est très bien aussi de garder sa propre identité, sa propre adresse et fidéliser un lectorat dans des endroits où on maîtrise les règles. Pas pour dire on fait n'importe quoi avec les règles, mais ouais. non mais ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est ce que je disais, surtout ces grandes compagnies qui changent les règles de manière permanente, de manière incompréhensible. Donc oui, ça me paraît primordial d'avoir le contrôle sur sa réputation. Ouais. Et effectivement, quand on traite avec ces grandes compagnies, Google, Apple, Twitter, etc., on n'a pas le contrôle parce que les règles changent et pas de manière anecdotique. Les règles changent vraiment. Et ça, justement, Et c'est une chose très intéressante, je pense, pour nos auditeurs, parce que on n'a pas toujours conscience, quand on consomme du contenu sur Internet, de qui contrôle la plateforme. Par plateforme, j'entends plateforme matérielle, logicielle ou autre. Je vais prendre un exemple très concret. Quand vous allez sur YouTube et que vous regardez des vidéos, bah, vous pouvez peut-être retrouver le même contenu que celui de la vidéo ou des contenus équivalents dans le domaine des podcasts, c'est-à-dire en allant directement dans votre application de podcast. Et pourtant, techniquement, la chose est
très différente, puisque sur YouTube, bah, au final, c'est quand même YouTube, selon ses propres critères, qui respecte ou qui respecte pas, d'ailleurs, ça dépend, qui va décider donc de bannir certains comptes pour des raisons plus ou moins valables. Alors que par exemple, une technologie comme celle qui fait fonctionner les podcasts, qui repose notamment sur le RSS, Really Simple Syndication, qui était un protocole qui se voulait ouvert et qui est toujours ouvert, bah finalement, c'est très difficile d'empêcher quelqu'un de démarrer son podcast et de le rendre disponible sur le web. Donc les plateformes de podcast censurent beaucoup moins et ont beaucoup moins la capacité de le faire que des plateformes comme YouTube ou voilà, des choses centralisées en général, que peuvent être Facebook et Twitter. Donc je pense que c'est très important aussi à mon avis, de privilégier toutes les solutions les plus décentralisées qui s'appuient sur des protocoles libres et qui ne reposent pas sur une entreprise ou sur un gouvernement. Oui, avec comment dire? Avec le problème, c'est que quand même, qu'on le veuille ou non, YouTube dans son domaine, Twitter dans son domaine, Instagram dans son domaine, on est vraiment dans le domaine Internet où c'est winner take all. Oui, tout à fait, Et notamment à cause des effets de réseau. Là encore une chose à laquelle je me suis pas mal intéressé. exactement, C'est très et difficile de c'est très détrôner quelqu'un en difficile. monopole. Ouais. C'est ça. Et donc, bien sûr, on a plus de liberté dans les podcasts, mais qui va vous écouter? Ou comment vous allez vous arriver à vous faire connaître? Et en dehors des réseaux sociaux ben, très connus, quoi, c'est Ouais. Bah, extrêmement c'est vrai difficile que d'arriver dans à le se faire. domaine des podcasts, enfin, l'annuaire qui fait le plus autorité, c'est celui d'Apple. Et là, on retombe sur le problème de quelles sont les règles chez Apple. C'est En ça. particulier, ils dictent leurs règles sur ce qu'on a le droit ou pas droit de mettre dans les descriptions d'épisodes ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont quand même moins interventionnistes sur les contenus des podcasts. Bah, notamment d'ailleurs parce que leurs revenus n'en dépendent pas directement. Pour eux, c'est juste une application. Mais enfin, ils continuent à faire leur pognon sur les téléphones et sur quelques autres choses. Donc c'est peut-être moins dangereux dans ce domaine-là, bien sûr, hein, de mettre son destin dans les mains d'Apple que de le mettre dans les mains de Google, finalement. Et je sais pas, je sais qu'en ce moment aux États-Unis, il y a une bataille judiciaire, une bataille législative qui commence à apparaître dans des discussions, dont j'en ai entendu parler dans beaucoup de discussions par rapport à ces problèmes de liberté d'expression, sur est-ce que ces réseaux sociaux, ce sont des publieurs au sens, ils ont un contenu éditorial, ou est-ce que ce sont juste des gens qui permettent à un message d'aller à un point A à un point B comme la poste? Et en fait, les règles qui entourent la publication et les règles qui entourent l'acheminement de messages, on va dire ça comme ça, sont pas les mêmes. Et Hmm. pour l'instant, ils ont un peu des deux, c'est-à-dire ils ont les protections de tout le monde, mais ils ont les obligations de personne. Et c'est en train de Et changer, en France aussi, hein. Là, pour le c'est coup, je travaille avec pas mal de juristes sur ce sujet. Se réfugier derrière le statut d'hébergeur en disant, après tout, je suis pas responsable de ce que mes utilisateurs, puisque finalement sur YouTube, ben, jusqu'à récemment, en tout cas, jusqu'à ce que YouTube commence à produire lui-même des contenus, c'était les utilisateurs qui mettaient le contenu. Donc ils pouvaient toujours dire, ah, chat perché, je suis hébergeur. Mais en réalité, devant la justice, ça tient de moins en moins, il semblerait. Et tu me dis que c'est la même chose aux États-Unis, ça fait l'objet de aux vives États-Unis, batailles en tout cas, judiciaires. c'est pas judiciaire, mais pour l'instant, c'est législatif. Et de plus en plus de gens en parlent. Quand je dis des gens, c'est aussi les représentants du Congrès, etc. Et cette discussion a lieu. Et donc, je ne sais pas sur quoi elle va déboucher. Normalement, elle devrait déboucher sur plus d'interdictions, je ne sais pas. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ils ont un respect de la liberté d'expression qui n'est pas le nôtre, qui est beaucoup plus marqué, mais bon, on Alors verra. justement, avant d'arriver aux solutions, enfin anticiper en fait, anticiper le coup de marteau qui risque d'avoir lieu en termes de censure et voir un peu quelles peuvent être les solutions décentralisées, peut-être dire un mot, parce que tu évoquais par exemple le scandale, le psychodrame qui a eu lieu avec la plateforme de financement participatif Patreon en anglais, Ouais. et sur Twitter et autres. Quels sont les exemples qui te viennent à l'esprit en fait où les plateformes et réseaux sociaux ont abusé de leur politique ou sont allés trop loin dans le politiquement correct, et en quoi pour toi est-ce que c'est lié à la culture dominante dans la Silicon Valley? Bah, les exemples qui viennent à l'esprit, c'est ceux. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire dont tout le monde a parlé, mais donc justement dans ma bulle à moi, où qui ont fait beaucoup de bruit, il y en a.
Il y en a trois. Il y en a un sur Patreon où c'est Sarkon of Akkad qui a été donc Sarkon of Akkad qui est un commentateur libéral, Voilà, pas spécialement qui est classé, extrémiste. ouais, voilà, qui est classé assez à droite, Oui, après c'est conservateur, mais pas du tout nazi, hein, pour que les gens non, vraiment le pas. situent. On peut pas dire ça. Et donc en fait, justement, il était en train de singer une personne de l'alt-right en lui faisant dire le mot nigger, Mhm, qui veut dire qui est nègre en absolument français. Voilà. qui veut dire nègre en français et Ouais, qui est imprononçable aux États-Unis. tout à fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme Voldemort en fait. Ouais. C'est-à-dire, lui le prononçait en imitant, pour se moquer des gens de l'alt-right. Donc, pour se moquer d'une personne de Je l'alt-right, crois qu'il était il était en communication à ce moment-là avec de véritables néo-nazis pour le coup, et donc justement il prenait la peine, je crois, d'essayer de les remettre à c'est leur ça. place. C'est si je me souviens bien, hein, C'était vraiment de la satire. Et en plus, c'était pas c'était sur la même pas sur la plateforme, plateforme bien sûr. Patreon. Ouais, tout à fait. Et donc, ils ont utilisé ça comme argument pour, Pour lui le, couper son donc, financement, hein, c'est ça? lui couper son financement, lui couper, ben c'est ça, il s'était fait alors ça s'appelle pas un lectorat, je sais pas comment ça s'appelle sur internet, mais donc il avait un Une public communauté. pour lequel il avait travaillé, une communauté, voilà, pour laquelle il avait travaillé et qui le suivait, et du jour au lendemain, pour une décision hautement discutable, il a été renvoyé. Donc ça c'est ce qui s'est passé sur Patreon, ce qui s'est passé sur Twitter et qui a fait beaucoup de bruit. Je sais pas si c'est arrivé jusqu'aux médias français, mais c'était le fameux Learn to Code, Oui, alors oui, qui là aussi, on en a parlé, mais ce c'est une serait... expression, Oui, il faut que tu nous le c'est une resitues expression, rien que pour le plaisir, ouais, tout à fait. ok, c'est juste une expression satirique où devant la plainte de plein de journalistes que ils avaient moins d'argent qui rentrait parce que ils ont et parce que moins de personnes achètent le New York Ouais. Times, etc. Et donc je ne sais plus qui a envoyé cette expression. Vous avez qu'à apprendre à coder. Et en fait, ça a été détourné parce qu'après les gens l'ont détourné en disant ah oui, je suis un vieux camionneur de 50 ans, etc. J'ai juste à apprendre à programmer. Et donc ça a été utilisé d'une manière assez oui satirique quoi. Mais Oui, c'est juste vraiment c'est du niveau du même quoi. C'est pour faire rigoler. C'était en disant bah, ok c'était un peu l'arroseur vous arrosé, je crois, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ces médias-là, je crois qu'il s'agit de BuzzFeed en l'occurrence, qui devait licencier, je crois, 200 personnes dans le monde, quelque chose comme ça. BuzzFeed qui est connu pour sa ligne éditoriale assez moralisatrice, assez à gauche, et qui avait précédemment publié, ainsi que d'autres journaux similaires, hein, comme le Huffington Post, Salon ou d'autres, et qui avait justement face bah, aux gens qui perdent leur emploi dans des industries polluantes, et leur disait, mais ah, regardez, il y a des emplois qui sont libres si vous apprenez à coder, donc learn to code. Et maintenant, évidemment, lorsque eux perdent leur emploi et que des petits malins sont allés avec un peu c'est de ça. méchanceté leur dire le learn to code, ça a été considéré, je crois, par Twitter comme du harcèlement. Ah oui, non mais des gens ont été voilà ils ont considéré ça comme du harcèlement. En fait c'est comment dire c'est presque une version américaine de ce qu'avait dit Macron. Il faut traverser la rue pour chercher du Tout à travail. fait, mais oui, c'est le même Euh, esprit. C'est le même esprit, en fait, ça a été repris, etc. Et puis Twitter a dit que ça a commencé à devenir du harcèlement, etc. Et des gens ont été bannis à vie. Alors déjà, c'est cet autre aspect qui est un peu bizarre, c'est qu'on peut être banni à vie de certaines plateformes. Ça veut dire qu'ils pensent que la rédemption n'est pas possible. Je veux dire, même dans le système judiciaire, quoi, quand on tue quelqu'un, on peut être condamné à perpétuité, mais perpétuité, ça veut pas dire qu'on est en prison jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire on va réexaminer tout le temps si on pourra vous remettre en liberté. Mais depuis qu'il n'y a plus la peine capitale, il n'y a pas de peine comme ça à tout jamais. Tout Ce à qu'il y fait. a dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc bref, Learn to Code, c'était cet aspect-là où après des gens ont été voilà bannis de Twitter juste parce qu'ils avaient utilisé le hashtag Learn to Code. Ouais, tout à fait. Euh, C'était ça. Et puis le troisième, alors là, ça ne me revient plus. Et Ça m'est peut-être que tu sorti de voulais parler de l'esprit. YouTube qui avait banni, bah, par exemple, Alex Jones, ce polémiste. Non, ah oui, il y a l'affaire d'Alex Jones, mais bon. euh, alors l'affaire d'Alex Jones, elle est aussi intéressante dans la mesure où il y a eu, il a été déplatformé de plein d'endroits en même temps, quasiment du jour au lendemain. Oui, c'était un peu une campagne coordonnée quand même. Enfin, C'est ça, sans voilà. entrer dans Alors les on peut théories du penser, complot aussi chères à Alex Jones, mais bon, c'est vrai que c'est ça. il est devenu infréquentable assez rapidement, un peu comme à l'époque de Donné était devenu subitement, enfin subitement en tout cas, il y a eu des tournants dans sa carrière où il est devenu très infréquentable alors qu'il ne l'était pas tant avant.
Enfin, ou qu'il l'était, mais qu'on le reconnaissait pas, je sais pas. Mais c'est ce qui s'est Ouais. passé pour Alex Jones, quoi. À un moment donné, Ouais, il a c'est plus cette droit à Twitter, simultanéité plus sur. droit à YouTube, plus rien, quoi. Et puis surtout, il a plus droit à PayPal, etc. Absolument, ouais. C'est pas juste. Parce que là, on parlait juste de réseaux sociaux, mais il y a aussi la banque en ligne. Et il y a aussi des gens qui n'ont plus d'accès à la banque parce que ils ont dit quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un ou qui ne suivait pas les terms of use qui sont incompréhensibles et qui changent toutes les 3 minutes. Tout à fait. Donc là, c'est Euh, le nerf de la guerre, c'est les financements. C'est-à-dire que tant que c'est les ça. financements sont obligés de passer par un système bancaire qui est censurable, directement ou indirectement, hein. C'est-à-dire que ça peut être la plateforme bancaire qui prend l'initiative de censurer une transaction, et donc, entre guillemets, de censurer la personne, en tout cas de lui rendre la vie vraiment plus difficile, surtout quand ça se passe du jour au lendemain alors que la personne comptait beaucoup sur ses financements pour son indépendance éditoriale. Et puis le deuxième aspect, c'est même si c'est pas la plateforme qui le fait, par exemple, à l'époque où l'organisation Wikileaks a été coupée de ses approvisionnements bancaires en même temps quasiment par PayPal, Mastercard, Visa et compagnie, C'est et ça. toutes les banques du monde, c'était pas justement pour ne pas attendre de se prendre le gros coup de gourdin du gouvernement américain qui était très clair sur le fait qu'ils allaient pas tarder à frapper. Donc, Oui, et d'ailleurs, ce qui s'est passé sur Patreon, c'est que Patreon a dit que c'était la banque qui les soutenait, donc je sais plus, je crois que c'est Mastercard, mhm. euh, Je n'ai plus en tête. qui les a, il me semble que c'est leur organisme de financement qui les a poussés à bannir Sargon Sargon of of Akkad. Akkad. Ouais, d'accord. Donc en Oui, donc fait, c'est en dernier intéressant. ressort, c'est le financement qui aurait. Alors après, est-ce que c'est juste une manière de rejeter la patate chaude sur quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais Ouais, effectivement, cette question du financement, elle est centrale. Et là, c'est autre chose que la liberté d'expression. C'est est-ce qu'on a le droit d'interdire à quelqu'un d'avoir un compte bancaire juste parce qu'il a des idées qui vous plaisent pas? bien sûr. Là, c'est à un autre niveau. Voilà. Mais ça va quand même ensemble. Alors justement, pour en venir aux solutions, puisque on constate que les plateformes ont des problèmes importants, non seulement de chambre d'écho, mais aussi de politique de sélection des contenus, pour rester poli, qui sont assez discutables. Est-ce que on peut imaginer d'autres plateformes pour les remplacer, et est-ce que ces plateformes risquent pas d'être soumises finalement aux mêmes contraintes, c'est-à-dire au lieu de prendre les devants pour censurer eux-mêmes au nom du politiquement correct, et si demain, si la France prend une nouvelle loi pour interdire de penser ceci ou cela, ou d'exprimer ceci ou cela, ils vont être soumis à cette loi-là. Est-ce qu'on peut pas imaginer des plateformes qui peut-être seraient organisées différemment techniquement? Alors peut-être des plateformes qui fonctionneraient sur la blockchain, par exemple sur Ethereum, ou qui auraient des serveurs situés dans des pays style les îles Caïmans ou je sais pas quel autre. Je crois qu'il était question, je sais que Jordan Peterson, hein, le fameux psychologue, Oui. chantre de la liberté d'expression sur les campus universitaires, prévoyait, suite au bannissement de Sargon of Akkad de Patreon, prévoyait de lancer son propre projet avec d'autres intellectuels de ce qu'on appelle l'intellectual dark web, hein, le dark web intellectuel, qui prévoyait donc de faire sa propre solution concurrente à Patreon. Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent? Est-ce que tu vois d'autres pistes pour échapper à cette emprise des plateformes? Alors je sais que Peterson et Rubin ont quitté Patreon et effectivement ils proposent une autre solution. Je ne sais pas quelle est exactement cette autre Ils solution. l'ont pas encore proposé, ouais. Enfin, Ils ne l'ont pas encore ils ont proposé, ouais. quitté la plateforme Ouais. Patreon, ce qui est déjà énorme, hein, je veux dire, Samaris aussi, oui. Et Mhm. oui, oui, surtout quand on voit que Peterson devait gagner quelque chose comme 20-30 000 dollars, peut-être plus, par mois Ouais, tout sur à fait. Patreon. Alors c'est vrai qu'il peut se le Euh, permettre financièrement puisqu'il a d'autres sources de revenus, notamment ces très fameuses conférences oui. qui doivent lui rapporter pas mal, donc il peut se permettre de le faire. Mais justement, c'était pour donner l'exemple, je crois qu'il avait dit, bon, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table et dire stop quand il y a Alors, des dérives évidentes. bien sûr, moi j'ai lu plein de papiers scientifiques sur des propositions de forum sur lequel on ne peut pas changer ce qui a été écrit. Alors, c'est pas forcément la blockchain, hein. On ne Mhm. peut pas faire de la censure, etc. Donc, c'est des questions qui Donc s'étudient c'est en possible. cryptographie. Oui, oui. Techniquement, c'est des choses qui sont possibles. Ça présente quel type d'inconvénient, par exemple, si demain je veux lancer du style le forum de la liberté d'expression où les communistes et les nazis auront le droit de s'exprimer si ça leur chante. Et Est-ce que alors, techniquement c'est faisable?
Je, techniquement, c'est faisable. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il va y avoir des problèmes techniques. C'est que ça va demander beaucoup d'énergie pour maintenir. En fait, c'est comme Bitcoin. C'est-à-dire, si Bitcoin fonctionne, c'est parce que derrière, il faut qu'on fasse une preuve de travail. Mhm. Et autrement dit, vous êtes obligé de faire fonctionner des ordinateurs pour prouver que certaines choses sont correctes. Ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est une des grosses critiques sur Bitcoin. Mhm. C'est la dépense en énergie qu'elle pousse. Donc, on pourrait mettre en place de tels forums qui vont eux aussi demander beaucoup d'énergie parce qu'il y aura de la cryptographie lourde derrière. Il faudra faire plein de calculs. Mais c'est le prix de la, comment dire, Oui, c'est le prix de la euh, sécurité et donc de la c'est le prix de liberté. la Enfin, sécurité. dans le cas de Bitcoin, en tout cas, c'est le compromis qui est fait. C'est-à-dire pour obtenir la C'est ça. sécurité, bah, il faut sacrifier cette énergie. Voilà. Donc, il y aura de l'énergie à sacrifier, mais quelqu'un doit la payer. Alors, qui va la payer? C'est-à-dire, si on veut avoir quelque chose du niveau mondial comme Twitter ou je sais pas quoi, c'est énormément d'argent. Mhm. Qui va être incité à payer et quels seront les modèles économiques qui permettraient de supporter économiquement ces solutions techniques qui existent? Je ne sais pas. Et puis, on a l'autre problème, c'est que de toute façon, les réseaux sociaux vainqueurs, ont- comme Twitter, etc., Facebook a je ne sais pas combien de milliards d'abonnés, À environ 1,5, je c'est crois. Ouais. voilà 1,5 milliard, donc c'est un pourcentage non négligeable de l'humanité C'est colossal, ouais. qui est sur Facebook. Et ça veut dire que si on fait une solution à côté, on ne va récupérer que ceux qui ont été rejetés du système, donc on va dire global ou mainstream. Eh bien sûr. Et, et mécaniquement, on va se retrouver qu'avec des extrémistes, quasiment. Et oui, c'est Et ça le problème. Bah, finalement, ces on questions. crée une chambre d'écho où on met, bah, c'est comme quand on dit, est-ce qu'il faut mettre en prison, je sais pas quoi, tous les terroristes Oui, tous les islamistes dans islamistes la même ensemble prison qui ou vont se pas? radicaliser, C'est bien ça, sûr, ouais. encore plus, Encore etc. plus, ouais. Donc on a un peu la même question, c'est-à-dire même si on a une solution technique, de toute façon, presque mécaniquement, les gens de toute façon veulent aller sur Twitter parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont pouvoir atteindre le monde entier. Et s'ils peuvent pas y aller, ben ils vont aller sur les autres solutions. D'ailleurs, il y a d'autres équivalents de Twitter qui existent, mais Alors, bah, ça je devient crois vite des qu'il y en repères avait. de gens qui Ouais. n'ont pas pu s'exprimer ailleurs. J'avais entendu parler d'un réseau, je crois que ça s'appelait GAD, je suis pas sûr, qui était un peu devenu le Twitter de l'extrême Oui, droite, qui c'est s'était fait ça. bannir de Twitter, quoi. Donc oui, oui, Mm. c'est ça, c'est ce à quoi on risque d'assister. Alors en même temps, je me dis, peut-être que les plateformes comme Twitter, finalement, enfin, ce serait un peu une victoire à la Pyrrhus pour les gens de la gauche bien pensante, on va dire, ou de la planète bien pensante de manière générale, d'avoir réussi à virer les autres. Parce que si on rentre dans leur logique de dès qu'un discours est suffisamment offensant pour quelqu'un, eh ben c'est du hate speech, comme ils disent, hein, du discours de haine, et donc on doit bannir les personnes. Bah, après tout, enfin, je veux dire, si j'avais du temps à perdre, peut-être que j'irais troller sur ces réseaux en disant, voilà, lorsque des gens réclament l'égalité entre hommes et femmes, je vais dire, ah, mais c'est oppressant de considérer qu'il n'y a que des hommes et des femmes, et après tout, si je m'identifie comme une carotte de l'espace ou un hélicoptère de combat, je suis très offensé, est-ce que vous pouvez bannir ces gens? Et peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, Twitter sera assez con pour le faire. Je sais pas, oui, mais alors c'est vrai que il y a ce problème effectivement de la gauche entre guillemets régressive américaine qui se base sur les identity politics, Hmm. sur la politique des identités. Et alors je sais pas dans quelle mesure c'est un résultat de ce qu'on disait, de cette espèce de balkanisation où c'en est la cause. Mais c'est vrai que cette politique d'identité, de je m'identifie avec certains labels, alors ce qui les intéresse, c'est les labels liés à la race Oui, ça, ils aiment beaucoup. et La liés à race, la la sexualité. sexualité. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Voilà, c'est ça. Avant, c'était plutôt est-ce que vous êtes de la classe ouvrière, etc. C'est juste, bon, enfin, ça n'a pas l'air monstrueux de voir que c'est juste on reprend du marxisme, et plutôt que de regarder les classes sociales, socio-économiques, et ben ce qu'on va regarder, c'est les races et les sexes, et puis on refait le même jeu, quoi. Oui, on a Il y des a points des de classes opprimées, il y victimisation. a Voilà, les... bien sûr que si on est une femme noire, transgenre, handicapée, Voilà. etc., là, on gagne beaucoup de points de victimisation. Et donc les autres Oui, non, mais n'ont pas le droit de parler de leur point de non, vue. mais ce que je veux dire, c'est que philosophiquement, c'est la même chose. C'est juste que c'est la définition des groupes qui a changé. Avant, ce qui intéressait les gens, c'était
le niveau socio-économique, c'est je suis un ouvrier, je suis un bourgeois, je fais partie du 1% ou je sais pas quoi. Bien sûr. Et puis ça va faire des classes sociales et on va faire la guerre entre les classes sociales. Bon, là, ils ont juste changé la définition des classes en nous disant que c'est les races et le sexe et l'orientation sexuelle qui sont les Bah, choses importantes. c'est-à-dire qu'avec Mais l'émergence c'est de la classe moyenne, ça devenait très difficile de dire il y a les c'est ça. oppresseurs et les opprimés, les bourgeois, les prolétaires, ça n'avait plus de sens, comme à peu près tout le monde fait partie de la classe moyenne aujourd'hui. Donc là, C'est évidemment, ça. c'est plus facile, alors que la couleur de peau, on la change moins facilement, je dirais. C'est Donc, ça, voilà, et c'est ce que je voulais dire, c'est que le problème de fond de ces politiques d'identité, c'est qu'au moins avant, on pouvait changer de classe sociale, ouais. alors que là, par définition, la définition de ces classes, c'est quelque chose sur laquelle on n'a presque pas la main, parce qu'on va dire, ah, le fait que vous soyez un homme ou une femme, vous avez le droit de changer. Bah, ceci étant dit, il y a quand même Mais des procédures judiciaires en cours, notamment ce type c'est aux ça. Pays-Bas qui veut changer d'âge légal en Oui, disant je m'identifie comme quelqu'un qui a 20 ans de moins, et donc il a réellement lancé une procédure ouais, j'avais vu judiciaire. ça. Voilà, mais justement, c'est par ce genre de réductio ad absurdum que peut-être finalement ces gens-là se rendront compte enfin, que leur propre logique les a emmenés vers une forme pas de fascisme, je pense qu'on peut dire le mot, hein, intellectuel en tout cas, de terrorisme intellectuel, qui ne les servira pas. Et donc peut-être que le jour où finalement il ne restera que les derniers ayatollahs de la pureté bien pensante sur Twitter, bah, peut-être qu'eux-mêmes redécouvriront les vertus de réseaux plus décentralisés où on peut discuter de tout, quoi, finalement. Je sais pas, parce que en fait, le truc qu'ils demandent aussi, c'est des espaces dans lesquels c'est des safe space. Hmm. Et je pense qu'ils vont finir par se les créer sur Internet, ou d'ailleurs ils doivent le faire. Euh, c'est pas évident que la lutte continue forcément sur la liberté d'expression dans la mesure où les gens qui supportent le moins la liberté d'expression vont peut-être s'exclure d'eux-mêmes. Je sais pas, c'est peut-être une pensée Oui, mais trop justement, peut-être qu'à positive. partir du moment où Twitter sera un safe space géant, bah finalement, il restera vraiment que les cons là-bas. Enfin, je veux dire, ou les gens qui sont d'accord entre eux et qui ont des opinions qui surtout n'offensent personne. Mais j'ose espérer quand même qu'il n'y a pas que les nazis et les complotistes de tout poil qui ont quelque chose à dire d'intéressant et de potentiellement offensant. En fait, j'ai même envie de dire que il y a peu de choses qui sont intéressantes et pas du tout offensantes. Donc, bon, après, voilà, c'est ma note d'espoir, mais Bah, c'est un peu ce peut-être qui que je s'est me trompe. passé avec ce fameux. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, il me semble, avec cet intellectuel Dark Web, où effectivement, il y a des gens qui se sont mis à dire, attendez, on n'est pas des extrémistes, on a quand même le droit d'avoir une autre opinion que l'opinion générale sur des sujets clivants comme le terrorisme islamique, comme l'immigration. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on accepte tout le monde ou qu'on n'accepte personne? Est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus intelligentes? Oui, voilà, Donc, qui sont des sujets qui est-ce qu'on sont peut au moins extrêmement. en parler, quoi? Est-ce qu'on peut au moins en parler? C'est ça. Et donc, effectivement, donc il y a tout un paquet d'intellectuels qui a commencé à dire, attendez, on peut peut-être avoir une discussion un peu mesurée, alors que c'est des sujets qui sont extrêmement polarisants. Dès qu'on commence une communication là-dessus, en 3 minutes, il y a enfin, les gens s'extrémisent tout de suite en disant c'est tout ou rien. Euh, et je sais pas, est-ce que ça peut faire tache d'huile? Bah, Parce que j'ai quand même l'impression que ça représente la majeure partie des gens. C'est-à-dire, ok, il y a des activistes de gauche et ils sont des activistes de gauche, et il y a des nazis qui resteront des nazis, mais 70-80% de la population ne doit pas être là-dedans. Et serait j'espère. normalement plutôt intéressé par une discussion pondérée, mais je ne. Oui, bah, d'une part, j'ose l'espérer. Et puis, bah, d'autre part, on disait que, admettons qu'on arrive donc à créer des espaces qui techniquement fonctionnent, va se poser le problème du financement d'une manière ou d'une autre, hein. Si, en gros, si des intellectuels C'est doivent ça. libérer leur temps et sont exclus des universités, mais ça, on va en parler rapidement juste après, si des gens sont marginalisés des universités et donc il leur reste Internet pour s'exprimer, bon, bah, il faut quand même qu'ils mangent et qu'ils gagnent leur vie. Donc, la question du financement se repose. Ce qui m'amène donc à te poser la question par rapport aux crypto-monnaies en général et à Bitcoin en particulier, enfin les différentes itérations de Bitcoin pour ne froisser personne. Euh, est-ce que tu penses que ces projets de crypto-monnaie ont une chance de réussir? Je rappelle simplement pour les auditeurs qui ne le sauraient pas qu'une crypto-monnaie comme Bitcoin, ça vous permet de faire des transactions sans passer par le système bancaire, avec une autre monnaie
que l'euro ou le dollar, qui est une monnaie native au système. Et donc, si vous avez deux personnes qui sont d'accord pour faire une transaction, elles peuvent le faire, mais l'inconvénient, c'est que cette transaction ne sera pas couverte par les systèmes juridiques et ne bénéficie pas de tout l'encadrement législatif qui peut exister autour des monnaies nationales. Toi, comment tu vois ces problèmes d'articulation entre le monde virtuel des crypto-monnaies et les transactions économiques utiles qu'on veut faire dans le monde réel? Alors c'est assez difficile. Alors, le Bitcoin, moi je donnais un cours à l'université sur informatique et confidentialité, et en fait presque dès que c'est apparu, j'ai présenté le protocole en cours parce que du point de vue mathématique, il est très joli et assez intéressant, et puis il mêle plein de technologies cryptographiques ensemble pour faire une belle application. Ok, alors donc d'un point de vue théorique, scientifique ou plutôt, on va dire c'est un objet qui est intéressant. C'est un objet qui est intéressant pour faire quoi? C'est pour avoir la, comment dire? Un- c'est pour avoir un registre sur lequel tout le monde est d'accord et on se met d'accord sur le fait que le registre est correct de manière décentralisée. Voilà, on va le présenter comme ça. Ouais. Je ne sais pas si l'application monétaire est la meilleure application. Parce que il y a des choses qu'on demande à la monnaie que Bitcoin aura du mal à réaliser, selon moi. Et Ouais. notamment, cette articulation avec le monde réel, c'est qu'à la fin du fin, Bitcoin, c'est juste une suite de 0 et de 1. Ouais. Et, ok, donc je peux téléphoner à quelqu'un à l'autre bout de la Terre et lui communiquer cette suite de 0 et de 1. Et puis, il peut, lui, utiliser cette suite de 0 et de 1 qui seront des bitcoins pour faire quelque chose. Mhm. Mais il y a bien un moment où, en fait, ça c'est dans le monde des idées, cette suite de 0 et de 1, finalement, c'est juste un chiffre. Et un chiffre, c'est juste un chiffre, c'est rien d'autre. Donc à un moment donné, lorsqu'on a un Et à un moment, actif et qu'on veut l'utiliser, enfin, par exemple, on possède des bitcoins et on veut s'acheter une voiture, une maison ou même une baguette de pain, là, on a l'articulation avec le monde réel. Et donc, selon toi, c'est là que le problème se pose, c'est là que le bas blesse, en fait. et oui, parce que de toute façon, il faudra rendre cette chose concrète, c'est-à-dire soit vous voulez le transformer en euros, mais il faudra bien qu'il y ait une banque qui le fasse, donc à ce point-là, il y aura un contact avec le monde réel. Mhm. Euh, je sais pas, Bah, j'ai un peu du sauf mal à si je penser trouve que, des gens pour accepter mes bitcoins, justement. Enfin, par exemple, des gens m'ont bien sûr, trouvé si je les oui, accepte et je trouve d'autres gens qui les acceptent. Je suppose qu'en commençant en tout cas par des petites transactions du quotidien, les échanges sur le bon coin ou les trucs comme ça peut peut-être donner un premier use case à Bitcoin sur le plan monétaire. oui, là où je doute, c'est que je ne vois pas le décollage des transactions économiques par Bitcoin mondialement. C'est-à-dire, des gens font de la spéculation avec, Oui, ils achètent des Bitcoins en se disant, ah, le cours va monter, je vais le revendre plus tard et j'aurai gagné de l'argent. Bon, c'est de la spéculation, pourquoi oui, pas. ça c'est de la pure spéculation. Mais je ne vois pas une explosion de l'utilisation de Bitcoin pour des paiements. Alors, je ne sais pas quelles en sont les raisons, mais concrètement, je ne vois pas cette explosion. Il n'y a pas Et ça d'explosion, fait... effectivement. C'est ça. Alors que même, effectivement, quand il y a eu la bulle Internet, on a dit, ah, dès qu'on faisait une société, on mettait .com à la fin, on était surévalué en bourse. Et puis, c'est la bulle Internet s'est écrasée, c'était en 2000-2001, je pense. Oui, c'est ça. Mais même quand elle s'est écrasée, parce que les gens avaient, comme d'habitude, été trop optimistes par rapport à ça, de toute façon, la personne la plus riche actuellement, c'est Jeff Bezos. Oui, qui existait Donc déjà au c'est moment de la bulle Amazon. Internet, hein. Amazon est créé vers C'est 94, je ça. crois. Ouais. Ça veut dire que c'était pas non plus complètement du délire, parce que le commerce sur Internet est devenu la chose la plus importante du monde. Enfin, la chose la plus importante, je sais pas, en termes de volume échangé, Enfin, et en ben tout cas, voilà, c'est il Amazon. y avait un vrai marché économique là-dessus. Enfin, C'est ça ça. s'est Non, mais reflété quand même par surtout, les capitalisations boursières. Donc, ouais. Et ça tu s'est penses que reflété, mais ce que je ouais. voulais dire, c'est que même quand il y a eu la bulle et qu'elle s'est écrasée, de toute façon, le commerce sur Internet, lui, ne faisait qu'augmenter de manière très très rapide. Alors ça, c'est lié au fait que ce sont des technologies virtuelles où c'est pas comme pour construire une voiture où il faut que je mobilise des tonnes et des tonnes d'acier et puis je sais pas quoi. Là, quand on a une bonne idée sur Internet, c'est presque, quand je dis un claquement de doigts, c'est ça. C'est, on le met sur le Google Store, les gens le téléchargent l'application sur le téléphone et en quelques années,
un truc comme Airbnb, qui était un rêve de hippie de la côte ouest américaine, devient plus valorisé que Accor, qui fait des hôtels depuis je sais pas combien d'années. Et donc, tout ça pour dire, je ne vois pas ça sur Bitcoin. C'est-à-dire, maintenant, Bitcoin existe depuis quand? Depuis 6 7 ans, c'est ça? C'est 2013, je 10 ans, crois? 10 ans. 2012 Ça a été 10 ans. créé, lancé en janvier 2009. Ok, ça a été lancé en janvier 2009. Si c'était une si bonne idée que ça, je ne comprends pas pourquoi il, il n'y aurait pas plus de... Enfin, le marché de Bitcoin, le marché réel, je veux dire. Bien Oui, sûr, les gens qui font de la spéculation, je peux dire que c'est un marché qui n'est pas réel. Alors, on peut dire que c'est des gens oui, qui qui transmettent veulent de mettre de l'argent de l'information. côté et Ouais. ouais, qui veulent mettre de l'argent de côté, qui veulent faire sortir de l'argent d'un pays, parce qu'il y a eu cet exemple de Chypre où quand les banques ont voulu taxer tous les comptes bancaires dans Chypre, il y a eu énormément de gens qui ont voulu sortir de l'argent parce qu'il y avait justement pour échapper au système bancaire. Ouais. Donc ça a été utilisé comme ça. Mais à part quelques exemples comme ça, je ne vois pas. Enfin, je sais pas, moi, quand j'achète mon abonnement Netflix, ils me proposent jamais de payer en Bitcoin. Bah absolument. Quand je. Mais je pense que là, bon, c'est un problème de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les commerçants ne l'acceptent pas parce qu'il n'y a pas de cadre légal derrière en matière fiscale, mais même en matière de tout simplement, est-ce que j'ai le droit, si demain je suis commerçant, je sais pas, moi je suis prestataire, est-ce que j'ai le droit de facturer en Bitcoin? Et même si j'ai le droit, ou en tout cas que j'ai pas l'interdiction formelle, comment je le reflète dans mes comptes, etc. Donc finalement, la question, je pense, pour les gens qui voudraient l'utiliser, c'est bah, qu'est-ce que j'y gagne à me compliquer la vie. Et c'est vrai qu'actuellement, bah, dans la mesure où on n'en est pas encore, je dis bien pas encore, à faire ce qu'on a fait à Chypre, mais à plus grande échelle, par exemple à l'échelle européenne, comme le souhaiterait Christine Lagarde, directrice du FMI, c'est-à-dire rembourser les dettes publiques grâce à l'épargne des Européens placée en assurance vie ou d'autres choses. Eh bien, là, pour l'instant, on ne voit pas l'utilité dans des pays où la monnaie est relativement stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on souffre pas d'hyperinflation chez nous. Maintenant, apparemment, et là peut-être que tu pourras me confirmer si c'est vrai ou pas, dans des pays comme le Venezuela ou à moindre échelle l'Argentine, bah, finalement, eux commencent à en voir l'utilité. C'est-à-dire que même un instrument peu pratique, ça vaut toujours mieux qu'une monnaie complètement détruite. Voilà quoi. Je sais pas. Alors c'est vrai qu'au Venezuela, alors pour des raisons locales, c'est parce qu'ils avaient fixé le prix de l'électricité. Beaucoup de gens minaient des bitcoins parce que finalement l'électricité coûtait pas cher par rapport au reste du monde parce que c'était une politique socialiste de on fixe les prix et puis voilà. C'est peut-être un peu ça qui a tué leur réseau électrique Mais finalement. je sais pas. Non, je pense que Ouais, j'ai non, vu c'est que un c'était autre. un sous-investissement chronique et que et ils ont des centaines d'ingénieurs qui ont émigré. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça finit par se voir qu'on Bien sûr. n'investit pas ni dans le matériel ni dans Bah, peut-être parce qu'on avait l'humain. fixé les prix, justement, qu'on les avait bloqués à la hausse, et donc... Voilà. Mais pour Bitcoin, je sais pas. Si ça n'est pas utilisé, je ne connais pas la raison, mais bah, c'est peut-être un peu ce que tu disais, c'est une jolie solution à une absence de problème, c'est-à-dire ce qu'on a marche bien finalement, Hmm. à part dans des cas extrêmes, le Zimbabwe, Venezuela et Bon, après, Chypre. comme disait Nicolas Mais Nassim Taleb, c'est un peu notre assurance contre une faillite du système monétaire. C'est-à-dire que maintenant que ça existe et qu'on ne peut pas le désinventer, bah, c'est vrai que si demain il venait au gouvernant l'idée d'aller subitement énormément augmenter les impôts, voire carrément chiffrer, comme on dit, les comptes bancaires, parce que c'est devenu une expression, bah, finalement, le fait que Bitcoin existe, on sera bien content qu'à ce moment-là ça existe et que ce soit fonctionnel. Alors ça a ses problèmes de mise à l'échelle, mais en tout cas, moi voilà, je pense que ce serait bien qu'on n'ait jamais besoin de l'utiliser, mais si un jour on a besoin de le faire, eh ben, au moins ça existera. Donc, on peut dire ça. J'imagine que si le système monétaire, je ne sais pas ce qui va se passer si le système monétaire s'effondre, mais j'imagine que d'autres solutions pourront se mettre en place rapidement par des applications et les gens s'échangent des choses. Par exemple, le troc. Je pense que le troc qui était absolument pas facile dès que la société se complexifie, maintenant devient plus possible. ouais, Bah, c'est techniquement, réinventer la c'est plus monnaie, c'est facile de vrai. diffuser l'information et donc de savoir C'est qui a ça. envie de. Ouais, mais enfin, ça résout quand même pas le C'est problème un peu de. réinventer la monnaie. Ouais, c'est un peu réinventer la monnaie, enfin, Si, c'est retrouver. réinventer la monnaie où tu fais un compte et tu dis voilà, moi j'ai fait tant de machins, alors j'ai économisé tant de bidules, et puis je peux réutiliser mes bidules plus tard. Mais c'est effectivement réinventer la. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que
si le système monétaire légal s'effondre, je pense que très rapidement, on peut en mettre un parallèle en marche. Est-ce que ça sera basé sur une technologie Bitcoin? Moi, j'en suis pas persuadé. Pour des applications monétaires, je vois pas D'accord, donc, l'intérêt. Alors bien sûr, l'intérêt, c'est que on ne peut pas émettre des billets autant qu'on veut, etc. Donc c'est l'argument anti-banque centrale, on va dire. oui, Mais je pense qu'il y a des manières de mettre en place des monnaies cryptographiques qui ne seraient pas basées sur la blockchain, ouais. euh, qui, rend- qui seraient plus efficaces en fait. Parce que la blockchain, on dépense beaucoup d'énergie. Et est-ce qu'on a besoin de toute cette complexité pour une utilisation, on va dire, courante de la monnaie? Je vais acheter du pain, je vais acheter une pizza. Ouais, c'est Ça me pas paraît. certain, bien sûr. C'est Bah pas oui, certain. Alors que ouais. peut-être la blockchain est, à mon avis, peut-être intéressant pour des choses, des contrats intelligents Oui, mais alors là, ou le notariat, ouais. etc. Je vois Moi, ça pas. me paraîtrait plus naturel. D'accord. Mais cela dit, alors moi j'aurais envie de dire, et bah, ce sera ma conclusion sur ce sujet parce qu'il nous reste peu de temps pour traiter le dernier sujet, mais simplement je vois pas en quoi le fait de, par exemple, de faire un contrat sur la blockchain serait plus sûr que de faire de la monnaie sur la blockchain parce que après tout si mon contrat est dénoncé par les autorités étatiques et que donc j'ai aucune protection si mon débiteur ne veut pas me payer ou si le contrat n'est pas honoré d'une manière ou d'une autre, bah après tout, ça me fait une belle jambe que ça marche bien et que ce soit sur la blockchain. Si c'est illégal et que donc, en l'absence de protection juridique, qui voudra aller faire un contrat sur la blockchain? Bon, je vois pas trop. Donc, en dehors de éventuellement prouver qu'on a été le premier à déposer une idée ou un truc comme ça grâce au système d'horodatage infalsifiable de la blockchain, moi je vois pas trop en fait en quoi l'application monétaire serait plus menacée que les applications non monétaires sur la blockchain. Mais bon, c'est ma Parce qu'il position. me semble on peut faire des contrats plus subtils où il y a des choses vont devenir vraies que si certaines choses ont été validées avant et on ne peut pas tricher sur le fait de les valider. Oui, les contrats Et auto-exécutants. Ouais, c'est effectivement. des choses comme ça qu'on ne peut pas faire avec des contrats en papier et qu'on peut faire avec des technologies cryptographiques et basées sur la blockchain. Donc peut-être que ça va amener des possibilités qui seront intéressantes. D'accord. Effectivement, ne marchera pas pour tous les contrats du genre, je sais pas quoi, les droits de propriété du foncier ou des choses comme ça. Je sais pas. Après, quand même, s'il y a des plaques devant chez les notaires, c'est pour que les pompiers arrivent vite et éteignent vite le feu parce qu'il faut conserver les papiers. Oui, C'est pour ça qu'il y a des plaques devant je ne les savais pas. maisons des notaires. Ah oui, les Et le fameuses fait, plaques qui se si les... voient beaucoup depuis l'extérieur. Tu veux dire, c'est qu'ils ne sont pas les simples plaques posées C'est sur ça, l'immeuble, mais qui sont vraiment les enseignes qui dépassent, quoi. c'est ça. Et si ça existe, c'est parce que ils ont un intérêt fort à pouvoir conserver les données tout le temps. Et donc j'imagine que si tous les notaires se mettent ensemble et font une blockchain entre eux, ça peut avoir un intérêt pour eux. C'est-à-dire même si l'office du notaire A brûle, il aura tous ses papiers sans que les autres puissent y accéder. Oui, d'accord, mais Donc alors, ça... c'est vrai, mais je suppose qu'à ce moment-là, l'intérêt est limité pour le public parce que bon, Ah enfin, oui, oui, non, ça mais change c'est pas pour le grand-chose à nos public, vies, ouais, quoi. ce Voilà. sera pour des professionnels. Donc ça peut aussi avoir ce type d'intérêt. D'accord, Voilà, d'accord, mais d'accord. je sais pas. Pour le moment, je m'interroge sur le non-décollage de Bitcoin dans la réalité. D'accord. Alors que enfin, je veux dire, mes parents, mon père qui a 75 ans, je lui ai montré comment marchait Uber et 3 minutes après, il commandait un Uber. Et Ouais, bien sûr. Airbnb, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des technologies de rupture qui changent vraiment de notre vie au quotidien, qui sont, enfin, les gens n'ont pas de mal à les accepter. Et c'est loger dans un endroit, se faire conduire par quelqu'un, je sais pas quoi. Donc, à mon avis, le frein n'est pas là. Parce que, ouais, Ouais, maintenant, n'importe qui utilise Airbnb. Et ça se fait en 2 3 ans, quoi. Où c'est passé de ah, je ne sais pas que ça existe à bon, maintenant, ils essaient de mettre en prison tous ceux qui ont des appartements Airbnb. bah, c'est Bon, c'est ça, un autre justement, problème. ça pourrait être Mais peut-être intéressant pour Airbnb de pouvoir accepter sa propre unité monétaire, que ce soit Bitcoin ou autre. Par exemple, il y a un service équivalent qui s'appelle CryptoCribs, que je m'étais promis d'essayer, et bien sûr, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, qui permettait d'être un Airbnb où les gens acceptent forcément vos Bitcoins. Mais je m'empresse de dire que un des autres obstacles de Bitcoin, c'est aussi que comme il y a cet aspect spéculatif, et que si c'est potentiellement un système qui fonctionnait à grande échelle,
Ça voudrait dire qu'une part croissante des richesses serait représentée par des bitcoins et non plus par les unités monétaires existantes. Ça veut dire que quand même, il y a des gens qui peuvent potentiellement devenir richissimes. Il y en a qui le sont déjà devenus, mais même au niveau où on est actuellement, comme on est encore loin d'une adoption généralisée, il y a peut-être encore des fortunes à faire dans ce domaine-là. Et donc, c'est vrai que pour la personne qui possède des bitcoins, bah, même quand elle trouve un commerce qui les accepte, la question c'est est-ce que j'ai pas intérêt à dépenser mes euros en priorité, et une fois que j'ai plus d'euros, là vraiment s'il faut toucher à mes bitcoins, j'y touche, mais pour l'instant tant que je suis pas obligé d'y toucher et que je ne suis pas payé en bitcoin, que j'en génère pas de nouveau, bah, pourquoi s'en débarrasser finalement? Donc là encore, cercle vicieux quoi, hein. Ouais, parce que c'est principalement un outil de spéculation. En fait, le, je crois que le critère de base, c'est quand je dois payer mes impôts dans la monnaie. Oui, tout à fait. C'est Euh, une Parce des, qu'il y a la force publique derrière, etc. C'est ça, qui Ce qu'il n'y a oblige pas derrière d'éteindre Bitcoin. les dettes en monnaie nationale. C'est-à-dire que si tu me donnes de l'argent, eh ben n'importe, enfin comment dire, je ne peux pas t'obliger à, je ne peux pas refuser par exemple que tu me payes en euros puisque c'est la monnaie nationale. C'est ça. Et donc voilà, et même si demain l'euro perdait les trois quarts de sa valeur, tu aurais toujours légalement le droit de me rembourser en euros, même si j'exigeais que tu me rembourses en or ou en pool ou en nuit Airbnb. Donc bon, C'est ça. voilà, c'est comme ça que la force publique s'exerce. Ben, je passe rapidement au dernier sujet qui nous intéressait, si tu as encore quelques minutes pour rester Oui. avec nous. C'était celui de l'intelligence artificielle. Parce que je sais que toi, en tant que scientifique, tu travailles beaucoup sur les questions d'intelligence artificielle et donc tu es bien placé pour savoir ce qu'elle sait faire ou pas faire aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut représenter une menace pour l'emploi. Parce que voilà, c'est vraiment la question qui obsède tout le monde. Alors j'ai ma propre idée, mais j'aimerais avoir ton avis sur est-ce que réellement les machines vont nous mettre, enfin vont nous rendre obsolètes et voilà. Alors moi, mon point de vue sur le... Alors, déjà, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça a un peu changé ces dernières années. C'est-à-dire avant, c'était plutôt de la logique appliquée. C'était comment est-ce que je fais de la démonstration automatique et comment est-ce que j'arrive à prouver des choses automatiquement. Et c'est ça qu'on appelait l'intelligence artificielle. Si vous avez un certain nombre de faits, vous avez un moteur qui vous dit que quand j'ai fait 1, fait 2, fait 3, en fait, il y a fait n qui va apparaître. Et Mhm. puis on utilisait ça pour faire des déductions. Et quelle C'est est ce la qu'on appelait différence avec un l'intelligence logiciel? artificielle. La différence avec un logiciel, ben, c'est juste que c'est du calcul symbolique, on va dire ça comme ça. Un logiciel, je sais pas, il y a des logiciels, c'est dur de dire qu'ils produisent un résultat. Je sais pas, un système d'exploitation, il s'arrête jamais. Quand un système d'exploitation, c'est un logiciel comme un autre, Ouais. Android ou Windows, Mhm. et c'est dur de dire quelle est la production de Windows, Oui, en parce que fait, c'est il un exécute des programme qui s'arrête tâches, jamais. mais C'est ça, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il nous permette d'accéder à la machine, et que quand on fasse telle entrée, il réagisse de telle manière. Mais c'est un peu bizarre de voir ça comme une fonction qui, quand on lui donne des entrées, elle nous donne une sortie. Alors que l'intelligence artificielle, c'était plus vu comme ça. Mhm. C'est je prends une entrée qui est une position aux échecs et ce que je ressors, c'est le meilleur coup que je peux calculer. Donc voilà, on va dire que c'est du calcul symbolique. C'est plutôt que de faire du calcul numérique où on dit ah je vais calculer 2 plus 3. Mhm. On fait plutôt des choses du genre si j'ai A implique B et A, alors j'en déduis B et des choses comme ça. D'accord. Et est-ce que tu penses que Donc c'est toute la mousse ah, qu'il y a autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que c'est un peu surfait ou est-ce que tu penses qu'enfin on prend conscience des possibilités et peut-être des risques éventuels de ces technologies? alors attends, j'avais pas fini. Parce que Pardon. ça, c'était la vision traditionnelle de l'intelligence artificielle qui a changé depuis quelques années, où depuis quelques années, l'intelligence artificielle, c'est devenu tout ce qui tourne autour de l'apprentissage machine et des réseaux de neurones. Oui. Alors l'apprentissage machine, c'est... on présente des exemples à l'ordinateur et on lui dit, voilà, ça c'est des bons exemples. Et, et en fait, on essaie de faire un métaprogramme qui, quand on va lui présenter les exemples et on va lui dire comment est-ce qu'il devrait réagir, le, on a un espèce de métaprogramme qui va modifier un programme à l'intérieur de telle manière à ce que la prochaine fois, quand on va lui représenter le même exemple, il va bien réagir. Donc en fait, c'est une manière qu'ont les machines de s'auto-programmer d'une certaine manière. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment c'est fait, mais l'idée c'est vous présenter, voilà, vous voulez apprendre à faire un coup de droit au tennis, et ben vous filmez 300 personnes qui font des coups droits et
en numérisant ces images et voilà, en faisant des réglages à l'intérieur d'un gros programme, on Mhm. arrive à avoir un programme qui est, quand on lui présente un coup droit, il est capable de vous dire ça c'est un bon coup droit ou ça c'est pas un bon coup droit. Et c'est plutôt ça ce qu'on appelle l'intelligence artificielle actuellement. C'est-à-dire, alors techniquement c'est fait par des gros réseaux de neurones. Qui n'ont pas d'instructions précises, Et je crois, pour le faire. Ils apprennent, mais ils savent non, pas exactement comment ils apprennent, ce qu'ils en fait, font. On connaît pas le processus exact, je euh, crois. c'est un réseau de neurones, il y a plein de petites cellules qui sont liées les unes avec les autres, comme les neurones dans notre cerveau. C'est une abstraction de ce qui se passe dans notre cerveau. Mhm. Et en fait, l'importance de chacune des connexions est mise à jour au cours de l'apprentissage, en fait. C'est ce qu'on fait quand on apprend, c'est qu'on apprend qu'il y a des détails qui sont importants et d'autres qui sont pas importants. Ouais. Et en fait, on essaie de faire ce réglage de manière mécanique ou automatique. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est le fait pour l'ordinateur d'apprendre tout seul qu'est-ce que c'est que quelque chose de bien, une bonne traduction, euh, comment reconnaître un visage, etc. Des choses comme ça. D'accord. Alors la question était, Est-ce que les est-ce que machines ça vont nous va remplacer? Alors, bon, la réponse rapide est de dire que non, parce que ce que fait l'intelligence artificielle, le mot est assez mensonger. Déjà parce que on a l'impression, quand on dit intelligence, on pense à l'intelligence humaine qui est une intelligence généraliste. Et quelle que soit la manière dont on pense à l'intelligence humaine, on pense qu'il y a quelque chose comme l'intelligence humaine qui existe. Alors qu'en intelligence artificielle, c'est une collection de techniques. Donc il y avait ces différentes techniques que j'avais décrites, mais donc faire de l'induction, faire de l'apprentissage machine, faire des réseaux de neurones. En fait, c'est toute une collection d'algorithmes qui existent et on met tout ça dans un sac et on appelle ça l'intelligence artificielle. Donc on a l'impression que c'est comme l'intelligence humaine quand on dit ah cette personne est intelligente. Les gens ont une idée intuitive de qu'est-ce que ça signifie. Alors que quand on dit cette machine fait de l'intelligence artificielle, en fait, il y a 3000 algorithmes qui font de l'intelligence artificielle qui ont à peu près rien à voir les uns avec les autres, mais on met le même label dessus. Donc déjà, Oui, ça c'est un peu oui, ils sont ça, spécialisés sur des tâches particulières et en fait, ils ont peu de c'est ça. capacité de réflexion. Il faut déjà les avoir orientés sur telle ou telle tâche pour les faire Oui, fonctionner mais même déjà. le terme même d'intelligence artificielle est un peu, il mène un peu, il pose un problème parce qu'on a l'impression que c'est un truc unique. Et donc Ouais. c'est un peu cette idée-là de je vais avoir un robot super intelligent qui va me remplacer. Oui, là, on a tendance à faire du skeuomorphisme, Donc c'est-à-dire on projette notre image de comment fonctionne un cerveau humain, etc. On essaie d'appliquer ces c'est conceptions-là aux ça, machines, hein. oui, mais donc en ne se rendant pas compte que les machines, en fait, les algorithmes sont extrêmement différents les uns des autres. Et dans le fond des choses, les machines, alors ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui est du machine learning, on va dire que ça permet d'optimiser quelque chose qu'on sait déjà faire. Ouais, C'est-à-dire, si je dois produire des voitures, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, euh, et il y a différentes manières de faire des découpes du métal pour obtenir la carrosserie. Je pense qu'un procédé d'intelligence artificielle je pourrais arriver à programmer un procédé d'intelligence artificielle qui va minimiser les pertes en métal. Il va faire mieux que n'importe quel ingénieur sur Terre très vite. ouais. C'est-à-dire, tout le monde sait comment faire des voitures à partir d'un bloc de métal. La personne ou la chose qui saura le mieux faire à partir de 100 kilos de métal le plus de voitures possible, ce sera certainement une intelligence artificielle. Mais en revanche, Donc de ce point il de inventera pas vue-là, l'alternative à la voiture, finalement, c'est ça tout à fait, il n'inventera pas l'alternative à la voiture, ou je vais faire une voiture en plastique, ou je sais pas quoi. Et toutes les idées nouvelles et les idées de rupture, l'exemple évident, on peut reprendre l'exemple d'Airbnb. L'exemple d'Airbnb, c'est juste une idée, parce que avant qu'Airbnb existe, les appartements non occupés existaient. Les gens qui voulaient louer aussi. Ouais. C'est-à-dire tout était en place, la seule chose qu'il fallait mettre en place finalement c'était juste l'idée de ah je vais leur permettre de communiquer, d'avoir une plateforme où les gens qui ont un appartement à louer et ceux qui veulent le louer seront ensemble et puis je vais faire que cette plateforme puisse être accessible dans le monde entier, etc. Mais au niveau concret, il n'y avait absolument rien à faire. Tout était déjà là. C'est pareil pour Uber. Les voitures existent, les chauffeurs de voitures existent, les gens qui ont besoin de taxis existent. Il suffit de les mettre en relation. Et il suffit de
est inaccessible pour le moment pour l'intelligence artificielle. Ouais, C'est-à-dire que les intelligences artificielles arrivent à optimiser un processus qu'on connaît, c'est-à-dire on sait comment fabriquer la voiture à partir du métal, mais on ne sait pas comment le faire le mieux possible. Mais par contre, donc ça, pour ça, les intelligences artificielles sont extrêmement douées et imbattables. C'est comme essayer de battre une voiture au 100 mètres, on n'y arrivera pas, c'est comme ça la vie. Mais par contre, pour le moment, il n'y a eu, à ma connaissance, aucun progrès sur des intelligences artificielles qui seraient créatives et qui pourraient créer ce genre d'idées comme Airbnb, comme Uber, ben, sont des idées qui économiquement changent le monde. ouais, Et d'accord. donc voilà, dans ce sens-là, ça fait pas trop peur parce que les machines ont fait zéro progrès dans ce domaine-là. Mais par Alors contre, moi j'ai des raisons. j'ai envie de dire, ça fait une belle jambe à l'ouvrier qui, qui n'a plus besoin de découper enfin, les pièces de métal pour faire les Ah, voitures. Lui peut être bien éventuellement mis au sûr, mais chômage. Donc bon. est-ce que ça peut arriver à grande échelle? Et dans ce cas-là, Mais ça va arriver à grande échelle. ouais, Mais c'est pas grave parce que si on prend la société française au XVIIIe siècle, je pense que 90% de la société étaient des paysans. oui, Et absolument. si on avait dit à ces gens-là, on va avoir des tracteurs, on va avoir des engrais et machin, et finalement en France il y aura plus que 2% de paysans, les gens vont dire ah mais 98% des gens vont être au chômage. Ouais. C'est un peu la même chose. Donc moi bien sûr que ça va énormément changer la structure socio-économique. Le problème, c'est que peut-être ça va se faire encore plus vite que la révolution industrielle n'a transformé la société. Oui, c'est Ça a plus une déjà question de posé pas vitesse mal de parce que problèmes. la structure sociale s'adapte, mais elle met quand même du temps. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui sera au chômage à 45, 50, 55 ans et qui C'est n'aura rien ça. fait d'autre qui va apprendre à coder, comme disait l'autre. Donc, C'est learn to code, exactement. C'est voilà, le problème sera surtout dans la rapidité. Après, non, ça va pas mettre tout le monde au chômage, parce que c'est ce que je disais quoi. La moindre créativité, mais de tous les jours, est inaccessible aux machines pour le moment. bon, bah, Et écoute, donc, il y a énormément de place. Et perspective. puis, il y a plein de choses qui sont il y a plein de métiers qui sont inaccessibles aux intelligences artificielles parce qu'on veut que ce soit des êtres humains qui le fassent. Enfin, je veux dire, ça ne sera pas une intelligence artificielle qui va traiter les gens dans les EHPAD ou choses comme ça. Bien sûr, oui, ça, elles peuvent pas Parce... remplacer la dimension affective de l'humain et tous les métiers autour de la Mais tout à personne, fait. c'est Et sûr. donc, bon, sur ça, je suis pas très pessimiste, je suis plutôt optimiste. Bon, bah c'est Alors parfait, après, bah, comme ça sera ça, la question de la rapidité. On finit sur une note voilà, positive. on finit sur une note plutôt positive, c'est très bien. Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Est-ce que je peux te demander où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou d'autres lieux, un site web peut-être où les auditeurs peuvent aller te retrouver? Si vous tapez mon nom Frédéric Prost et Université Grenoble-Alpes, vous aurez un lien vers ma page professionnelle. Oui, Mais donc, et je crois si que tu vous écris faites pas de la aussi recherche en pour, informatique, tu écris aussi pour des revues, je j'écris des crois. articles pour Phébé, D'accord, qui est une revue éditée par j'ai le journal Le Point, n'est-ce pas? qui est une revue éditée par le journal Le Point. J'ai écrit une dizaine d'articles pour le moment. Et puis, je suis sur Twitter où j'essaie de parler des implications sociales des nouvelles technologies et notamment le sujet qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que cette articulation entre le monde des idées et le monde réel, qui est très mystérieuse, Ouais. qui est le problème du dualisme de Descartes, Et le compte Twitter sur c'est-à-dire lequel on peut te retrouver, c'est at quelque c'est chose? justement c'est Descartes underscore ghost, c'est le fantôme de Descartes. D'accord. Donc un clin d'œil Et c'est à ce penseur justement que tu aimes beaucoup, je crois. exactement. Tout à fait. Oui, qui est en tout cas la question de quels sont les rapports entre le monde de la pensée et le monde réel Ouais. m'interpelle. Et ce qui est très étonnant, c'est que les nouvelles technologies font ce lien entre ces deux mondes. Parce que quand j'ai un téléphone portable, je peux transformer n'importe quelle action de la journée en quelque chose que je vais mettre sur un réseau social et ça va devenir une idée. Et une idée, c'est quelque chose qui ne vieillit pas, qu'on peut copier sans le détruire, qu'on peut réutiliser, etc. Ce Ouais. qui n'existe pas dans le monde réel. Et donc, on a ces interactions entre le monde réel et le monde virtuel qui sont très étranges. Je ne sais pas, théologiquement, c'est bien sûr ce qui se passe entre la montée du ciel au Christ et, on va dire, l'incarnation de Dieu qui est, on va dire, une idée Ouais. dans une personne. Donc, on peut voir une version théologique, on peut voir une version technologique, mais la
question derrière est la même, c'est comment le monde des idées et le monde réel communiquent entre eux alors qu'ils n'ont absolument pas les mêmes règles. Parce que quand je détruis un objet, ben, l'objet est détruit, mais je ne peux pas détruire une idée. Ça, c'est oui, c'est particulièrement Et bon, intéressant. voilà, Et hein. c'est vrai que quand on relit Descartes, ce que j'ai fait récemment, parce que c'était une chose qui manquait à ma culture générale, c'est vraiment toujours fortement d'actualité. Donc j'invite d'abord les gens à aller relire Descartes. Et ben, ces textes sont libres de droit, ça tombe bien, vous les trouvez facilement grâce à la magie d'Internet. Et à suivre le fantôme de Descartes, donc @Descartes_ghost Descartes, sur Twitter, que je suis déjà. c'est ça. Franchement, allez les suivre, c'est très intéressant. Frédéric, merci beaucoup de t'être joint à nous. Merci, Et je te dis à bientôt. au revoir, à bientôt. Au revoir à tous. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Mon compte c'est @schweitzer, SCHWEITZER -P. Vous pouvez également me joindre par email à l'adresse pierre.schweitzer@libéraux au pluriel.org. Bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis sur les réseaux sociaux pour le diffuser le plus largement possible. Et n'oubliez pas de consulter contrepoint.org, contrepoint avec un S à la fin, où vous trouverez de nombreux articles sur les sujets que nous avons évoqués avec Frédéric Prost durant cette émission. Enfin, vous aurez noté que lorsque nous mentionnons la plateforme qui doit être créée par Jordan Peterson, il se trouve que entre-temps, la plateforme en question a été créée, elle s'appelle thinkspot.com. C'est simplement dû au fait que l'épisode a été enregistré au printemps dernier et que nous le diffusons seulement maintenant. Explication de ce léger décalage. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.